Alors ma communication va être légèrement différente de celle qu'on a entendue jusqu'à présent. Pour vous expliquer, comment je me retrouve, ici, en fait, pour l'anecdote, c'est Christelle Didier qui m'a vendu cette journée d'études, autour d'un sandwich entre 2 écritures de chapitre de thèse. Elle l'a très bien vendu, et elle m'a posé la question suivante: «Eh bien, quelle figure t'inspire en éducation? Au quotidien, qui t'inspire dans le domaine de l'éducation?» Et étrangement, en fait, le premier nom qui m'est venu, ce n'est pas un grand nom, c'est pas un grand théoricien ni une grande théoricienne. Certainement parce que je manque un peu d'ancienneté, pour m'y retrouver dans tous ces grands noms. Mais le premier nom qui m'est venu, en fait, c'est celui de mon coach de sport, mon coach de patinage sur glace, pour être plus précise. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, je patine depuis, très longtemps et jusqu'à peu de temps, je passais pas mal d'heures, en fait, à faire du sport. Donc voilà, donc je l'avoue, voilà, au quotidien, c'est Mathéo, donc mon coach, de patinage qui m'inspire. Il y en a bien d'autres, mais voilà, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Et donc, cette communication, elle est complètement, personnelle puisqu'elle va faire, elle va faire écho à ce que j'ai vécu avec lui et cetera. Et donc du coup, c'est un véritable challenge pour moi, parce que, quelque part, je vais me mettre à nu devant des collègues et j'étais pas du tout préparée à ça, mais bon, voilà, c'est un challenge. Alors d'abord, je vais commencer par expliquer ce qu'est pour moi, l'éducation. Donc pour moi, l'éducation, c'est véritablement participer au développement d'un être humain. Je conçois véritablement l'éducation, en fait, comme le vecteur du développement humain, que ce soit développement moral, intellectuel, physique, psychologique et cetera. Le développement, voilà, de l'ensemble des facultés de l'être humain. Et donc une figure inspirante en éducation, pour moi, ce serait quelqu'un, qui a la capacité d'agir sur ce développement de l'être humain et surtout, en fait, une personne qui n'oublie pas qu'il agit justement sur un être humain, donc ça sous-entend une certaine bienveillance et selon moi, la prise en compte de l'individu, véritablement dans sa globalité. Et je dois l'avouer, en fait, au quotidien, au travers de tout voilà, des cours que je dispense avec les étudiants, j'essaie de me rapprocher au maximum, de cet idéal de figure inspirante, que j'ai. Donc voilà, donc dans la suite, je vais faire des focus sur des scènes que j'ai vécues, justement dans mes entraînements de patinage avec Mathéo et essayer de vous expliquer ce que ça m'a appris, ce que j'en tire et comment je réinvestis tout ça. Alors il faut savoir donc, le patinage sur glace, ça demande à la fois, bon, d'être souple, endurant, d'avoir de la puissance et cetera. Il faut avoir une certaine condition physique et aussi des compétences artistiques. Et en plus, les muscles, ça suffit pas puisque en compétition, il faut être suffisamment malin, pour modifier son enchaînement si, on a des chutes, pour perdre en fait le moins de points possible. Pour la petite histoire, en fait, il faut commencer très tôt. Moi, j'ai commencé vers, mes 10 ans et j'ai dû arrêter vers mes 16 ans pour, cause médicale et là, j'ai pu reprendre, vers mes 19 ans et depuis, je me les gèle régulièrement aux entraînements à la patinoire. Donc voilà, donc il y a maintenant environ 3 ans, Mathéo m'a donné l'occasion de rejoindre une équipe de patinage synchronisé. Le patinage synchronisé, en fait, on est plusieurs patineurs et on patine tous ensemble. On fait les mêmes mouvements en même temps sur un rythme donné. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire, la véritable expérience de ce qu'est que travailler en équipe. En fait, lors de ces entraînements, ce n'est pas Mathéo qui menait l'équipe et l'équipe qui exécutait, c'était vraiment ensemble, donc le coach et les patineuses, on construisait ensemble, l'entraînement. Tous les mouvements étaient décidés de manière à ce que ce soit confortable pour les patineuses et à ce que ça ramène suffisamment de points en compétition. La tenue, elle a été pensée de manière à ce que toutes les filles de l'équipe, peu importe leur morphologie, se sentent, bien, pour patiner. Et l'idée, c'était vraiment que si on échoue ensemble, que si on réussit ensemble. Voilà, vraiment en équipe, on faisait tout ensemble, et en plus pendant le covid, on a toutes été malades ensemble, donc c'était parfait. Donc j'ai patiné en équipe et j'ai aussi patiné en individuel. Et l'année passée, mon conjoint a eu la bonne idée, de mentionner à Mathéo, au détour d'une conversation, que je voulais participer à une grande compétition, de patinage au Canada.
Alors déjà, à ce moment-là, j'ai eu envie d'étrangler mon conjoint parce que je lui ai dit: «En fait, non, ça devait pas», voilà. Et après, je me suis dit: «En fait, ben, Mathieu, il va croire que je me surestime, que» enfin voilà, je sais très bien que j'ai pas le niveau. Et puis c'est tout. La journée est passée, il y a eu les vacances d'été et puis cette année, à la rentrée, voilà, 1er entraînement, première question de Mathéo: «On vise le Canada cette année». Alors bon, j'ai dû lui faire comprendre qu'avec la thèse, ça allait être compliqué, mais bref, là, je me suis pris une claque, une véritable claque parce que je me suis dit: «Bah, en fait, il croit en moi». Bon, en même temps, s'il ne croyait pas vraiment en moi, il continuerait pas à m'entraîner, mais surtout, en fait, il accepte de m'aider d'atteindre cet objectif sans savoir pourquoi je veux aller à cette compétition, sans savoir ce qui me motive. Et actuellement, en fait, à chaque entraînement, on essaye d'aller un peu plus loin, de s'améliorer continuellement, mais sans pression, sans stress. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est très bien ainsi. Et pour finir sur les petites anecdotes de patinage, ça peut sembler bête, mais chaque entraînement, commence toujours par un «comment ça va?». Pas un «comment ça va?» qu'on se dit dans le couloir, on passe et puis on n'attend pas forcément la réponse. Là, c'est un vrai «comment ça va?» où on prend le temps de répondre, d'échanger, de s'écouter, et je trouve que c'est quand même important. Donc voilà, je pourrais continuer pendant longtemps, mais le but en fait, c'est ici que je vous montre, bah, à travers ces 3 exemples, qu'est-ce que je retiens de tout cela et en quoi ça m'inspire, pour la formation des étudiants que je rencontre actuellement. Alors je résume ça en 3 mots: ensemble, confiance et respect. Alors ensemble, puisque même quand on patine seul en fait, ben, on n'est jamais vraiment seul. Hem, il y a une image, qui m'a marquée, c'est que sur le podium, en fait, à la fin des compétitions, il y a toujours la patineuse ou le patineur qui monte sur le podium. Mais en fait, derrière, bah, il y a toute une équipe véritablement. Il y a le coach, la personne qui s'est occupée des costumes, la famille, qui soutient, il y a le bureau du club qui a géré les inscriptions et cetera. Bref, en fait, peu importe ce qu'on fait, le programme de compétition, c'est toujours le fruit d'un travail d'équipe. Et ce que j'essaye de faire, c'est, dans les cours, en amphi ou même lors des TD avec les étudiants, j'essaye au maximum de les mettre en groupe afin qu'ils s'appuient sur les compétences des uns et des autres. Véritablement, dans le travail de groupe, j'essaye, de leur faire prendre conscience qu'ensemble, ils ont toutes les ressources pour réussir, le travail que j'ai demandé et j'essaye vraiment au maximum de les faire qu'ils comprennent qu'on est tous ensemble dans le même bateau, moi y compris. On réussit ou on échoue ensemble et ça les fait souvent sourire quand je dis: «Bah, quand des étudiants sont en seconde session, bah, moi j'estime que l'enseignant, il est aussi en seconde session avec les étudiants». Bon, d'abord parce qu'il doit corriger la seconde session, mais aussi puisque c'est quelque chose qui a loupé, auparavant. Deuxième mot, donc c'est la confiance. Donc c'est pas il ne s'agit pas ici d'une confiance aveugle, envers les autres ou envers soi, mais c'est d'avoir confiance dans les compétences, qu'ont les autres et de faire prendre conscience que les autres ont ces compétences. J'ai dû apprendre à faire confiance à Mathéo parce que, bah, voilà, j'avais croisé d'autres entraîneurs qui étaient bien, bien moins avant. Donc j'ai dû réapprendre à faire confiance à un entraîneur. Je ne sais pas, voilà, ce qu'il faut pour réussir en compétition et il m'a sorti plusieurs fois de ma zone de confort, bah, pour que je sois de plus en plus à l'aise sur la glace, que j'ai de moins en moins peur de certains mouvements et cetera. Et bah, de même, avec les étudiants, j'essaie de leur faire prendre conscience, qu'il faut sortir de sa zone de confort pour s'améliorer, pour réussir et que de toute manière, ils connaissent déjà tout un tas de choses. Il faut qu'ils aient véritablement confiance dans leur capacité de réussite. Le troisième mot, du coup, c'est le respect. Alors là, c'est tout autant le respect de l'autre que le respect de soi. Donc, respecter l'autre, voilà, quand il ne comprend pas un exercice, parce qu'il a besoin de plus de temps, il est moins rapide et cetera. Respecter les divergences d'opinion et c'est aussi respecter soi, éduquer à se respecter et à mettre ses limites. Entre, bah, la thèse, les cours, les entraînements, le travail et cetera, par moments, j'étais véritablement épuisée et rares sont les fois où j'ai dit à Mathéo: «Bah non, je ne viens pas m'entraîner aujourd'hui parce que je suis trop fatiguée». Hem, à chaque fois, en fait, qu'une patineuse est physiquement ou moralement pas en forme, eh bien, on prend toujours le temps d'écouter et hem et voilà, d'aménager l'entraînement pour que ça se passe bien. Et un jour, au détour d'un couloir, 2 collègues vont se reconnaître parce qu'en plus, ils sont là aujourd'hui, ils m'ont dit, «Qui veut aller loin ménage sa charrette» et l'idée, c'est tout à fait ça et j'incite vraiment les étudiants à respecter cette phrase, vraiment à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas des machines,
qui travaillent pour eux, mais surtout avec eux. Et que le jour, entre guillemets, où leur corps lâche, où ils sont fatigués, ils vont pouvoir se mettre devant l'ordinateur pour réviser, ça ne fonctionnera jamais. Donc voilà, donc pour finir, je dirais que voilà, certes, ma figure inspirante, en éducation, elle n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un didacticien, ce n'est pas un sociologue, ce n'est pas un philosophe, ni même un psychologue. Il n'y a pas de biographie qui est rédigée ni publiée qui illustre la vie de Matteo et il n'a pas non plus publié de recherche scientifique. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je le considère alors comme une figure inspirante? Eh bien, je pense, et en fait, j'en suis même convaincue, que mesurer l'importance d'une figure, mesurer le pouvoir inspirationnel d'une figure, ça ne se résume pas uniquement à vérifier dans quelle mesure la figure a été citée dans des grandes œuvres scientifiques, etc. Mais en fait, ça revient à repérer si au quotidien, cette figure réussit ou non à nous inciter, à nous inspirer de ses modèles et de ses idées.